Jérémy. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Eh bien, aujourd'hui, nous vous parlons de la pollution des plastiques. Vous le savez, 17 tonnes de plastique sont déversées chaque minute. 17 tonnes de plastique chaque minute dans les océans. C'est une estimation de l'ONG No Plastic in My Sea. Et c'est pour dire l'ampleur de cette pollution. Le mois dernier, au Canada, les représentants de 175 pays ont négocié pour tenter de parvenir à un accord mondial contre la pollution plastique qui se retrouve jusque dans nos organismes. On en parle jusqu'à 20h. On évoquera aussi les solutions pour tenter d'y remédier. Comment déplastiquer nos vies en remplaçant les bouteilles en plastique par des gourdes réutilisables par exemple. Mais ce n'est qu'une solution parmi tellement de solutions. Et pour en parler, deux grands experts avec deux points de vue. Le point de vue écolo, le point de vue santé. Alors, on commence par François Laine, journaliste spécialiste santé, rédacteur en chef du site web Presse Santé. Bonsoir François Laine. Bonsoir Frédéric, bonsoir Judith. Et puis Bonsoir. Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. Vous l'avez compris, c'est dans ma mère, la Sea, la S-E-A. Ah bon, c'est vrai ? Je suis totalement bilingue, bien sûr. I'm fluent. Donc, Wow. et en plus, alors bonsoir Muriel Papin. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez en mai et en juin un No Plastic Challenge. C'est votre grand combat. On peut peut-être déjà vous demander en quoi ça consiste. Oui. No Plastic Challenge. Écoutez, le No Plastic Challenge, c'est un moment où on se mobilise tous ensemble, d'abord pour prendre conscience en fait de notre surexposition au plastique, de notre surconsommation de plastique, et ensuite pour la réduire. Mais c'est vrai que le temps de la prise de conscience, il est important parce que en fait le plastique est absolument partout dans nos vies, et pour le réduire, il faut décider par quoi on commence et être le plus efficace possible. Alors justement, les microplastiques, ils contaminent les sols, les rivières, les océans. Ils affectent évidemment très gravement, on le sait, la faune marine. Les actions que vous menez, vous, pour réduire cette pollution et pour commencer un petit peu à essayer de protéger nos écosystèmes marins, parce que finalement, on a l'impression que c'est un peu une goutte d'eau à chaque fois, quand même. Oui, on peut penser que c'est une goutte d'eau parce que, comme je le disais, le plastique est absolument partout dans nos vies, nos économies. Et en fait, c'est une matière compliquée, le plastique, parce que c'est, pour faire simple, c'est issu de pétrole et en fait composé à la fois de pétrole et matière de ressources fossiles et d'additifs chimiques. Et ça fait un complet qui est pas du tout biodégradable et qui ne recycle pas très bien. Il faut continuer à trier et à recycler, mais c'est une matière qui, par nature, ne se recycle pas très bien. En France, on recycle seulement 25% des plastiques et on n'en recycle que 9% dans le monde. Donc, on voit bien que le recyclage peut pas être l'unique solution face à la pollution. Bon. Et donc, vous évoquiez les microplastiques. Oui, il y en a absolument partout, on le sait aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y en a absolument partout. Donc, comment se débarrasser, justement ? C'est intéressant. Et puis surtout peut-être, alors, une question, bien sûr, on parle de la problématique de la production, mais aussi il y a un travail de civisme à faire, parce que ces plastiques, évidemment, ils sont aussi la conséquence du manque de civisme de la part des êtres humains. C'est aussi ça que vous dites. Alors, ce qu'on dit, c'est d'abord, il y a une surproduction, une surconsommation. Parce qu'il y a un tel volume d'une matière non biodégradable et toxique que de toute façon, on n'est pas en capacité de la gérer. Donc ça, c'est le premier point. C'est vrai que dans le volume qui part dans la nature, il y a une part qui part dans la nature, il y a des actes qui sont des actes d'incivilité, il y a des actes qui sont des accidents, où par exemple la poubelle de rue, elle va déborder et de toute façon on trie pas dans la rue, donc ce sera jamais recyclé, mais même si, mais par ailleurs assez souvent ça déborde, notamment dans le sud, notamment quand il y a du Mistral, et ça se retrouve aussi dans le caniveau et ensuite dans la mer. Donc il y a les deux. Je nie pas la part d'incivilité, mais c'est beaucoup plus systémique et c'est avant tout lié à une surproduction et à la complexité de cette matière. Mais le problème finalement, c'est qu'il y a ces déchets qui partent dans l'océan, mais quand on se rend compte que ces microplastiques qui sont absolument partout, c'est pas que la pollution qui crée ça, c'est aussi, c'est une autre forme de pollution, peut-être les déversements qu'on fait dans nos rivières. D'où ça vient ces microplastiques ? Il n'y a pas que cette pollution humaine. Oui, alors notamment, il y a plusieurs sources de microplastiques. Bon, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des microplastiques ajoutés. Donc, par exemple, ce sont des petits granulés qui vont être ajoutés à des produits cosmétiques, dans des détergents, dans des peintures. Donc ça, ce sont des microplastiques
ajoutés. Ensuite, il y a une source de microplastique qui est très importante, c'est celle de nos vêtements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 70%, nos vêtements sont synthétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont la fibre, c'est une fibre en plastique, donc qui est elle-même issue de pétrole. Il faut avoir ça en tête. On porte du pétrole sur nous quand on porte des vêtements synthétiques. Et en fait, quand on les lave, ça relargue des microplastiques et des nanoplastiques au lavage. Et en fait, c'est tellement fin que ça peut pas être filtré par les stations d'épuration. Et donc, comme majoritairement on porte des vêtements synthétiques et que évidemment faut les laver, en fait, eh bien, ça termine dans les rivières et ensuite dans les océans. Et comme c'est très fin, via le phénomène d'évaporation, eh bien, ensuite, c'est dans l'air. Et on dit aujourd'hui qu'il pleut, qu'il neige des microplastiques, qu'on en retrouve dans l'Antarctique, dans l'Arctique, qu'on en retrouve absolument partout. Et aussi dans nos corps. Alors François Laine, alors justement François Laine, vous avez fait plusieurs documents, enfin on va dire plusieurs thématiques sur votre site web Presse Santé. On parlera bien sûr un petit peu plus tard avec vous de l'aspect médical, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que la pollution de l'eau, ça veut dire également la pollution des animaux, des poissons qui vivent à l'intérieur également. Oui, les poissons qui sont... Parce qu'on a tous en tête un peu l'image de la tortue ou du dauphin pris dans un sac plastique ou dans un filet de pêche en plastique. Mais ça, c'est le sommet de l'iceberg, parce que ça, c'est visible. Il y a tout ce qui est invisible. Effectivement, les microplastiques, il y en a deux sources. À la source primaire, celles qui, comme a dit Muriel, sont produites pour être dans des dentifrices, dans des émollients, dans des produits cosmétiques. Et puis, tu as les sources secondaires qui sont issues de la dégradation des déchets plastiques qui baignent dans l'océan. Ces déchets plastiques baignant dans l'océan, eh bien, se décomposent, sont absorbés par collés au phytoplancton, qui est mangé par les petits poissons, qui sont mangés par de plus gros poissons, ainsi de suite. Et nous, quand on mange ces poissons, nous absorbons effectivement ces microplastiques. D'ailleurs, il y a l'OMS a recommandé aux femmes enceintes de ne plus manger de saumon. Donc, oui. Non pas seulement en raison des microplastiques, mais aussi beaucoup à cause du mercure, mais ça fait partie du problème. Donc les poissons carnivores du haut de la chaîne alimentaire, quand on va au resto et qu'on vous propose un steak de thon, non. Le saumon, à éviter. Alors dans le saumon, il y a des oméga 3, il y a d'autres choses bonnes pour la santé aussi. Le bénéfice des oméga 3... On est vraiment obligé de pas manger... allez, François, le thon, franchement, s'il y a un poisson à éviter, c'est le thon. Ah ouais, carrément. Ouais. En termes de mercure, en termes de microplastiques, puisque c'est un animal qui est en haut de la chaîne alimentaire, il récupère tout ce que les autres ont déjà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des... Alors, la solution, ça serait pas de trouver un moyen de traiter, justement, puisqu'on comprend qu'ils sont très petits, ces petites fines particules, on n'arrive pas à les attraper, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver des solutions d'ingénierie ou je ne sais quoi qui permettraient justement de filtrer et d'éviter que ces microparticules arrivent dans nos corps, quoi. C'est-à-dire de filtrer les eaux, de filtrer les sols, etc. Alors effectivement, quand on parle de microplastique, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de microplastique sur des tailles de plastique qui sont en dessous de 5 mm, mais qui vont, comme disait Muriel, jusqu'au nano. Nanoplastique. À la limite du micro, tu peux le filtrer quelque part, même si les techniques... c'est impossible. Non, c'est impossible. Ouais. D'ailleurs, nous sommes contaminés comme... C'était dit tout à l'heure, par les microplastiques qui sont dans nos vêtements, mais aussi dans les textiles de l'habitation. C'est-à-dire que ton canapé qui a un textile super bien, tas de propriétés, tu inhales. Parce qu'il y a 3 sources d'absorption des microplastiques qui sont l'eau, la nourriture et l'inhalation. Donc quand tu respires, puisque c'est tellement petit que c'est volatile, tu le respires et tu l'ingères, donc par les voies aériennes. Ouais, on a l'impression, quand je parlais du problème de citoyenneté et de civisme tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Muriel Papin, vous battez, on l'a dit, pour la mer, pour protéger. Est-ce qu'il y a des endroits de la planète, alors on sait que c'est quoi, 70% de la planète qui est recouverte d'eau, est-ce qu'il y a des endroits sur notre planète qui sont encore plus touchés que d'autres ? Oui. Oui, il y a le phénomène marin qui font qu'il y a des accumulations de plastique. On parle de continents de plastique, il y en a notamment dans le Pacifique, mais en tout, il y en a, je sais plus, entre 5 à 7, ces agrégations, en fait, de petits déchets plastiques qui sont sur des surfaces importantes sur les océans. Voilà, donc, et c'est vrai ce qui est surprenant aussi dans la pollution plastique, c'est qu'il y a des endroits qui sont très éloignés de toute source de civilisation, qui sont très pollués. Donc, il y a des îles dans le Pacifique qui sont inhabitées. Tous les oiseaux ingèrent des plastiques. Quand on fait des dissections d'oiseaux, on retrouve leur estomac empli de plastique. Donc, c'est vrai que ça a un impact très direct déjà aujourd'hui sur la faune. Mais comment ça se fait s'il n'y a pas de vie Parce que dans l'eau, ça bouge, quoi. À cause des courants. Pardonnez-moi. À cause des courants. Ouais, avec les courants. Voilà. Ouais. Moi, j'étais pas au courant. Humour, pardon. Allez-y, continuez. La pollution plastique circule malheureusement. On a dit se prendre pour Philippe David ce soir. C'est mon idole. Pardon. Allez-y, continuez. Donc, la pollution
circule avec les courants marins, mais aussi les courants aériens, puisque je vous le disais tout à l'heure, on dit aujourd'hui qu'il neige, enfin c'est pas seulement on constate malheureusement qu'il neige et qu'il pleut des microplastiques, et parfois dans des lieux aussi très reculés de toute source de civilisation. Donc c'est très alarmant quand même tout ça, pardonnez-moi, mais on est très inquiet en fait, on a de quoi être très inquiet. Oui, on a de quoi être très inquiet parce que c'est vrai qu'il y a plus d'endroits vierges de pollution plastique, ça n'existe pas en fait. Et le corps humain est aussi infecté par cette pollution plastique, puisqu'on en retrouve on trouve des micro-nanoplastiques dans nos organes. Et je dirais que ce qui est pire, et je trouve, et c'est là que ça fait un lien avec la santé, c'est qu'en fait, les microplastiques vont jusque dans le placenta humain, et qu'on retrouve aujourd'hui du côté fœtal. Donc même le fœtus est exposé pendant la grossesse aux micro et aux nanoplastiques et aux additifs chimiques qu'ils contiennent. Donc on en est là en termes de gravité. Je suis désolée pour vos auditeurs très gais. Oui, c'est vrai que ça fait un peu peur. Oui. Il faut le savoir. Bon, on est là justement pour le parler vrai, et ça va d'ailleurs être l'objet de notre deuxième partie sur le médical. Exactement, on va faire un focus santé dans cette spéciale pollution plastique des vraies voix citoyennes. À tout de suite, restez avec nous. Les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On fait une spéciale pollution plastique pour lever un petit peu, pour vous donner des infos et nous en donner surtout sur ce problème. Je vous rappelle qu'il y a une alerte qui a été lancée par le Center for International Environmental Law, CIEL, en 2019, qui met en évidence l'ampleur de l'impact sanitaire du plastique à l'échelle mondiale. Ce rapport, il a été intitulé « Leur rapport Plastique et santé, le coût caché d'une planète plastique ». Et ça souligne que le plastique présente des risques pour la santé tout au long de son cycle de vie, de sa fabrication à sa dispersion dans l'environnement. Donc c'est une situation alarmante et la question fondamentale, c'est quand même, est-ce qu'on va parvenir un jour à régler ce problème, Frédéric ? Alors, il semble que ce soit difficile, mais au moins sur Sud Radio ce soir, nous avons modestement le mérite de poser les vrais problèmes à des gens qui ont vraiment étudié la question. Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. Je rappelle que vous organisez en mai et en juin donc le No Plastic Challenge. Et puis François Laine, journaliste spécialiste santé et rédacteur en chef du site web Presse Santé. Parlons-en de votre site, François Laine. Sur le plastique, on peut dire que vous avez multiplié les thématiques dernièrement, 5 grands thèmes, vous m'avez confié cela. Parmi ces 5 grands thèmes, lequel ? J'ai multiplié les thèmes parce que c'est l'actualité qui l'a montré. Il y a des études qui sortent et qui se multiplient sur l'impact. Maintenant, ça se sait, ça se mesure, ça s'objective du plastique sur la santé, et notamment effectivement 4-5 grands points que sont des problèmes de perturbateurs endocriniens, des problèmes neurologiques, des problèmes d'immunité, des problèmes intestinaux. Et ça, c'est directement lié à l'absorption, des microplastiques. Il y a une belle étude là qui vient de sortir, mais c'est des Italiens qui l'ont faite. Il y a 3 semaines, pour montrer que maintenant dans les plaques d'athérome, donc les plaques d'athérome, ce sont des concentrations de gras et de détritus qui se collent sur les artères et qui déclenchent des crises cardiaques à terme. Et bien dans 90% des plaques d'athérome, ils ont retrouvé des particules de plastique, parce qu'en fait, grosso modo, ça favorise l'agrégation de cholestérol qui devrait, de vieux gras qui devrait circuler, qui circule plus à cause de ça. Et grosso modo, 50% des décès dans les pays occidentaux sont dus à des accidents cardiaques. Il y a de gros problèmes sur les perturbateurs endocriniens, parce que Alors, rappelons ce que sont les perturbateurs endocriniens. J'allais dire docteur, non, confrère, parce que vous êtes journaliste, mais moi je suis béotien. D'accord. Donc il y a une liste de molécules qui agissent, qui sont utilisées dans l'industrie de façon très large, et qui, une fois absorbées, se comportent dans le corps comme des hormones, comme nos hormones. Donc nos hormones, les oestrogènes pour les femmes, la testostérone pour les hommes, l'insuline, ainsi de suite. La plupart des perturbateurs endocriniens se comportent comme des oestrogènes-like, c'est-à-dire qu'ils vont mimer le comportement des oestrogènes dans le corps des hommes et des femmes. Donc ça crée des pubertés précoces aussi. Exactement, les petites filles sont réglées beaucoup plus tôt, et chez nous, les hommes, par exemple, tu as une baisse de la fertilité. Tu vas d'une génération à l'autre, moi j'ai 45 ans. On parlait justement avec le plan d'Emmanuel Macron qui justement mène le combat. Donc la question de l'infertilité, c'est ça, par exemple. Entre la génération de mon père et moi, la spermatogénèse a diminué de 50%. De plus en plus. 50%. Ben oui, on fait moins de spermatozoïdes. Alors, c'est pas forcément dû uniquement au plastique. Comme je disais, il y a beaucoup de molécules qui singent les oestrogènes, mais l'effet direct pour les hommes, c'est une baisse de la fertilité, parce que nous sommes exposés à des hormones féminines. Enfin, du moins à des molécules qui se comportent comme telles. Il y a
Effectivement, ce que disait tout à l'heure Muriel, c'est très vrai. Il y a des études qui sont faites sur les cordons ombilicaux, et maintenant on retrouve effectivement des microplastiques dans les cordons ombilicaux. Les bébés naissent contaminés, porteurs de microplastiques. Muriel Papin, est-ce que d'un point de vue plus positif, il y a quand même des solutions concrètes qui fonctionnent aujourd'hui pour commencer à nous débarrasser de ce problème généralisé? Alors, je le disais, le plastique est partout, donc en fait, il y a une forme, c'est comme la pollution. Il y a une forme du plastique qu'on voit, on sait reconnaître du plastique, et il y a une autre forme qu'on ne sait pas reconnaître. Donc, par exemple, dans les textiles, on ne sait pas que c'est des textiles issus de fibres plastiques et que ça relargue des microplastiques. Donc, c'est pour ça que c'est important de partager cette information. Le plastique, il est visible et invisible, mais il est absolument partout. Et les additifs chimiques sont aussi absolument partout. Donc, déjà, il faut avoir conscience de ça. Et puis ensuite, quand on parle de protéger sa santé, et surtout protéger la santé de ses enfants, surtout à des périodes de fragilité hormonale, donc là où la perturbation endocrinienne peut être le plus à risque, donc la grossesse, etc., c'est important d'être exposé le moins possible à ces produits plastiques et à leurs additifs chimiques pendant ces périodes-là. Donc nous, on a par exemple une infographie qu'on diffuse où on insiste sur le fait de vraiment éviter au maximum le plastique pendant ces périodes-là, de ne jamais chauffer un aliment dans une boîte en plastique, un plat en plastique au micro-ondes, jamais, parce que c'est là que du coup les additifs chimiques et les perturbateurs endocriniens peuvent en fait se diffuser dans les aliments. Alors Muriel, pardonnez-moi, j'ai une question très concrète parce que je fais la cuisine et vous chauffez le plastique au micro-ondes, Frédéric Non, Rondet justement, pas le plastique, mais vous savez ces fameux Tupperware là, c'est du plastique. Ça c'est du plastique, donc ça veut dire que le Tupperware, par exemple, surtout pas dans le micro-ondes, on est d'accord. Si c'est un Tupperware en verre, ça va. Mais voilà, si c'est une boîte en verre, il n'y a pas de souci. Mais jamais un contenant en plastique. Ne jamais faire chauffer un contenant en plastique. Jamais. Le contenant en plastique relargue par nature des microplastiques, des additifs chimiques dans ce qu'ils contiennent. On dit aussi, par exemple, aujourd'hui, il y a une étude qui a montré qu'on trouve dans l'eau en bouteille... J'allais en parler justement. Il y a des microparticules toxiques dans à peu près toutes les bouteilles d'eau minérale. Des centaines de milliers. Voilà, ouais. Des centaines de milliers. Écoute, 240 000, pour être exact, 240 000 microplastiques retrouvés dans des eaux embouteillées de plusieurs marques. Par bouteille, c'est une étude qui est sortie cette année. Voilà, donc c'est très petit, donc le chiffre est impressionnant, mais évidemment c'est très petit. Mais il y en a plus que dans l'eau du robinet. Il y en a aussi dans l'eau du robinet. Les microplastiques sont partout, on l'a dit, mais il y en a beaucoup plus dans l'eau en bouteille. Et si on la filtre, l'eau du robinet, on aura quand même les nanoplastiques qui nous viennent. C'est ça que vous dites. Pas le filtrer. Alors, il y a une étude qui vient de sortir. Pardon, excuse-moi, je couper la parole à personne. Il y a une étude qui vient de sortir, effectivement, pour ce qui est de l'eau, bonne stratégie, c'est de faire bouillir l'eau. Quand tu fais bouillir ton eau du robinet, en fait, c'est pas que ça va dissoudre quoi que ce soit, c'est que le calcium va se mettre à encapsuler le plastique, les microplastiques, et donc après il faut que tu filtres dans un filtre à café ton eau. Donc d'abord tu la fais bouillir pour encapsuler grâce au calcium de l'eau les microplastiques. Ensuite tu filtres pour récupérer ces petites boulettes de calcium. C'est moyen quoi. Si ça avait été fait. Mais ou alors c'est. Je pense sur le Tour de France par exemple, j'ai soif, je prends le bidon. Attends. Si tu veux pousser le truc, c'est jusque là. Et ça marche. Ça élimine jusqu'à 90% des microplastiques de l'eau consommable. Muriel Papin, du coup finalement il n'y a pas vraiment de solution quand on vous écoute, donc c'est un petit peu désespérant. Est-ce que vous avez un point de vue positif, des actions concrètes? Si, elle a dit. Et puis il y a le challenge, parce que moi je vous prends au mot. Vous dites No Plastic Challenge. Mais alors, ça veut dire quoi le No Plastic Challenge justement? Allez plus loin. Non, justement pour toutes les raisons qu'on a évoquées, il vaut mieux pour des raisons sanitaires et pour des raisons environnementales finalement se libérer de notre addiction au plastique. De notre addiction, c'est en fait que arrêter d'en produire quoi. Voilà, on nous a imposé une économie et des produits de grande consommation très plastifiés. Bon, donc nous, on peut résister à ça. En tout cas, j'invite vos auditeurs à le faire parce que c'est à la fois protéger l'environnement, mais c'est protéger leur santé, la santé de leurs enfants, les générations futures. Donc voilà, le No Plastic Challenge, c'est prendre conscience. Alors par exemple, sur notre site internet, il y a un test qui permet de mesurer son empreinte plastique en fonction de sa consommation. Et c'est là que ça aide aussi à réaliser finalement que le plastique est partout dans nos vies et puis de se dire où est-ce que j'ai envie de le réduire en premier, parce que c'est pas facile de réduire le plastique vu qu'il est partout. Donc, mais il faut commencer par quelque part. Donc, on peut commencer notamment par éviter l'eau en bouteille plastique, puisqu'on a une eau de bonne qualité en France sur la plupart du territoire, notamment dans le sud de la France. Et donc, voilà, c'est important déjà de faire ce choix-là pour éviter l'exposition aux microplastiques. Et puis après, il y a des choix qu'on peut faire. On peut acheter moins emballé.
On peut acheter ces produits en vrac, on peut acheter du savon solide plutôt que du gel douche. Voilà, donc, pièce par pièce, on va enlever des plastiques. En fait, il suffit de regarder chez soi, là où c'est très plastifié, et de se dire, bon, bah voilà, là, je peux enlever. J'ai une solution qui existe sur le marché. Quand j'ai une solution qui existe sur le marché, je peux choisir cette solution alternative. C'est vrai qu'on peut baisser notre consommation sans la faire disparaître totalement. On peut déjà avoir un pourcentage en moins de plastique dans nos corps à travers nos actions, quoi. C'est ça que vous dites. En tout cas, dans nos vies. Et puis, sur la partie microplastique, comme on sait que particulièrement, il y en a dans les boissons embouteillées, c'est pas que l'eau, c'est aussi tous les sodas, les softs, etc., qui sont dans des bouteilles plastiques. C'est vrai aussi qu'on peut mettre ça à distance, par exemple. Bon, nous allons revenir, bien sûr, sur cette question médicale, et on profite de la présence de François Lenne, mais avant, justement, d'aborder pleinement tous ces thèmes, François Lenne, on a eu une petite plaisanterie tout à l'heure, c'est-à-dire on a annoncé cette émission en disant on va faire une émission plastique, et puis certains ont dit le plastique c'est fantastique, tout ça. Pardonnez-moi, mais je pense à cette jeunesse, on a parlé des problèmes de fertilité, et le préservatif, alors, est-ce qu'il est finalement dangereux puisque c'est du plastique? Tiens, vous qui êtes un expert, répondez précisément. Bah oui. Vous savez, au regard des quantités qui sont absorbées, franchement, je ne pense pas que le préservatif soit un problème significatif. Les produits de consommation, on boit sûrement plus d'eau dans une bouteille Volvic, enfin pardon, pas de marque, dans une bouteille en plastique du commerce que l'on utilise de préservatif en une journée. Je pense que c'est pas le préservatif qui pose un vrai problème. Bah, c'était important de me rassurer sur la question. Surtout Frédéric. Bah oui, voilà, c'est ça. J'assume. Et oui, mais qui d'autre que moi pouvait poser finalement? Toi, pourquoi pas? Toi qui es un sportif et un amoureux du sport. Si tu vas maintenant dans ta grande chaîne de produits de sport, tu achètes la nouvelle super dernière veste, hyper légère, hyper résistante au chaud, au froid, étanche, tout ce que tu veux. Elle a des propriétés extraordinaires et elle est épaisse comme une... Comme les doudounes très très fines là, c'est ça? Même moins encore maintenant. Elle a ces propriétés-là parce que les matériaux qui la composent ont des propriétés extraordinaires. Donc effectivement, les microplastiques et les microparticules, mais ça c'est autre chose encore, les nanoparticules de carbone, c'est un autre problème. Les nanoparticules de carbone confèrent au textile maintenant des capacités extraordinaires de résistance au vent, au froid, à la transpiration, tout ce que tu veux. C'est formidable pour un sportif. Et là, il n'y a pas de plastique. Et là, se pose le deuxième problème qui a été soulevé tout à l'heure, qui est une autre voie d'absorption des polluants liés aux microplastiques, que sont les produits chimiques qui ont été utilisés pour traiter les microplastiques, pour les faire plus souples, plus tordables, plus résistants à la chaleur, au gras, au froid. Donc maintenant, il y a une nouvelle source d'absorption de nuisances des microplastiques, ce sont les inhalations. Et donc, tu te mets à respirer des phtalates ou à ingérer des phtalates, tu te mets à des propylènes. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des produits chimiques qui servent à donner certaines propriétés au plastique, comme on veut, que ce soit souple, que ce soit adaptable, que ce soit tout un tas de trucs. Eh bien, il va falloir le traiter d'une certaine façon. Mais le problème, c'est que ces produits-là sont considérés maintenant, ça a été l'actualité, comme des polluants éternels, des produits perfluorés qui restent dans le corps qu'on ne sait pas traités, que le corps ne sait pas évacuer, qui peuvent migrer de l'intestin vers le cerveau, vers le foie, vers les reins, ça c'est mesuré maintenant, et qui se mettent à être neurotoxiques, génotoxiques, parce qu'évidemment tout ça favorise... On a plein de questions encore à vous poser à tous les deux. Je retiens juste une chose, Judith, vous me voyez venir, je fais juste une conclusion, c'est-à-dire le plastique on évite, mais surtout pas le préservatif, parce que c'est important. Oui, pas pour vous. Je tiens, non, pas pour tout le monde. Non, mais là, ça a l'air d'être un sujet important pour vous ce soir. Oui, parce que je pense à toute cette jeunesse aussi, et c'est important. Voilà, alors juste après, on va parler de la solution, comment déplastiquer nos vies. Alors, est-ce qu'on doit remplacer le préservatif par une peau de banane? C'est une question. Restez avec nous. Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Comment déplastiquer nos modes de vie? Monsieur et madame, tout le monde en faisant ses courses. Il y a les pouvoirs, ils sont dans le plastique, mais il y a les pouvoirs, il y a la législation. Comment est-ce qu'on fait évoluer notre consommation en fait vers moins de plastique? On va justement parler un petit peu des solutions, Frédéric. Oui, c'est une émission passionnante, alors en toute modestie, parce que... Oui, c'est votre sujet. Voilà. Non, mais il faut le dire aux auditeurs quand même, c'est Frédéric Brindel qui a choisi ce sujet. Non, mais au-delà de ça, Muriel Papin qui est avec nous, qui est déléguée générale de l'association No Plastic in My vient de nous faire un diagnostic très précis de ce qui se passait sur la planète avec ce plastique. Notre expert, journaliste spécialiste santé, rédacteur en chef du site web Presse Santé, François Lenne, vient de nous
décupler les problématiques médicales liées au plastique. Et on va accueillir, lui c'est une de mes idoles. Oui, Julien Pierre. Vous vous souvenez de la finale de la Coupe du Monde de rugby, France-Nouvelle-Zélande 2011, il était là, deuxième ligne de l'équipe de France, mais sauf que lui aujourd'hui, il est passé à autre chose, créateur de l'initiative Fair Play for Planet, c'est un label environnemental pour les clubs sportifs. Et nous le saluons. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Bienvenue. Juste un mot parce que nous avons déjà évoqué la question santé à travers le prisme du sport. Je veux juste, avant qu'on revienne aussi avec François Laine et Muriel Papin sur nos questions, que vous nous présentiez ce label Fair Play for Planet. Merci beaucoup. Déjà, j'ai apprécié vos problématiques autour du plastique et des préservatifs. C'est important. Et de la peau de banane. Oui, donc nous on a créé Fair Play for Planet, qui est le premier label éco-responsable pour les entités sportives, que ce soit les clubs amateurs, professionnels, organisateurs d'événements sportifs, mais tout ce qui est établissement sportif. L'objectif est de pouvoir valoriser toutes les bonnes pratiques qui sont liées, qui sont manifestées dans le sport, et essayer de trouver des solutions justement pour réduire l'impact environnemental du monde du sport, et pour un sport de demain plus responsable, plus durable, et justement dans ces nouveaux imaginaires comment le sport peut s'inscrire. Et le plastique on l'a déjà un petit peu dit, mais le plastique est ultra présent dans toute la sphère sportive finalement. Le plastique est présent dans la sphère sportive comme dans le monde partout, et malheureusement et le sport peut justement, en utilisant moins de sportifs, en travaillant sur ces nouveaux narratifs, peut peut-être amener justement un changement de comportement et de consommation des plus jeunes et de la population en général. Bien sûr. Alors Muriel Papin, je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. Juste pour faire un petit focus sur ce qui s'est passé le mois dernier, les pays du G7, ils ont dit mardi aspirer à réduire la production mondiale de plastique. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? C'est crédible? Alors il y a souvent des déclarations politiques à l'issue des G7 ou des G20. Ça a toujours suivi des faits. Il faut savoir que cette déclaration, elle s'est faite en parallèle de négociations qui réunissaient 175 États, qui sont des négociations sous l'égide de l'ONU. Au Canada, oui. Au Canada, et c'est la 4e session de négociation, et l'objectif c'est d'arriver à un traité d'ici la fin de l'année, d'un traité international consensuel entre les États contre la pollution plastique, qui serait l'équivalent de ce qu'on a avec l'accord de Paris pour le climat. Donc on aurait un grand accord international, un traité pour régler dans tous les pays à l'échelle mondiale, et c'est indispensable d'agir à l'échelle mondiale. Pardonnez-moi, mais l'accord de Paris, il n'a pas été tellement appliqué, si on doit revenir un petit peu en arrière. Je vous pardonne complètement, et on sait bien la limite des accords. C'est-à-dire qu'on souhaite cet accord, on souhaite qu'il soit ambitieux, et après on sait très bien qu'il y a des limites. Mais déjà, si on arrive à obtenir un texte ambitieux, ça n'est pas gagné. Les pays pétroliers sont très opposés au fait que, par exemple, il y ait une réduction mondiale, une limitation de la production mondiale de plastique. On se demande pourquoi. Les pays pétroliers, sont opposés. Donc, on craint que l'accord soit pas suffisamment ambitieux. En tout cas, ce sera un progrès d'avoir un accord. S'il est ambitieux, c'est encore mieux. Et après, il y aura tout le challenge de son application. Et c'est la même chose avec les lois. C'est-à-dire qu'on peut avoir un texte, c'est pas pour ça qu'il est parfaitement appliqué derrière. François Laine, que dit l'OMS, l'Office mondial de la santé? L'organisme. Je disais que j'avais une chance sur deux, c'est toujours pareil. Moi je suis au plus et d'autres sont au moins. C'est pas l'organisation, messieurs. J'avais entendu l'organisme. Non. Voilà, c'est ça. Que dit-elle à propos de ce plastique? Parce que est-ce qu'il y a des mesures d'urgence à prendre et qui sont conseillées au niveau de la santé? Non, il n'y a pas de mesure d'urgence à prendre. Ah ouais. Mais non, tant le problème est insurmontable. C'est comme si tu me disais que tu es allergique au soleil. On peut rien y faire. Le problème est d'ampleur. Alors effectivement, avec les baisses mondiales de réserves de pétrole, tu sais que d'ici 25 ans, le monde va changer parce qu'il n'y aura plus assez de pétrole pour tout le monde. Il y aura mécaniquement une baisse de la fabrication de plastique. Donc à terme, il y a une bonne nouvelle. Le problème, c'est que tu sais que pour qu'une bouteille, ça fait un peu loin, et que pour qu'une bouteille de plastique se décompose, il faut 450 ans, je crois. Donc bon, mais bon, c'est un problème qui aura un terme dans 1000 ans. Peut-être qu'on n'en parlera plus du tout, peut-être. Mais en tous les cas, c'est un terme à horizon humain. Tu vois, dans 25 ans, la baisse de production de pétrole diminue. Il y aura donc moins de plastique.
Par ailleurs, l'exposition, effectivement, tu sais, le 7e continent, ce continent qui tourne dans le Pacifique, dont on parlait en début d'émission, qui fait 3 fois la surface de la France, je crois, il est principalement dû, la source des plastiques est liée à l'Inde et les Philippines et un peu la Chine. C'est-à-dire des pays dans lesquels il n'y a pas de ramassage vraiment tel qu'on le connaît en Occident des poubelles. Donc effectivement, on a beaucoup de négligence nous en Occident, mais c'est pas nous qui fournissons le pire. L'Inde des désormais quotas. Le pays le plus peuplé au monde, rappelons-le, devant la Chine. Hein. Oui, le plastique, c'est l'histoire de l'humanité aussi. C'est-à-dire, tu passes d'une civilisation où tes déchets alimentaires, tu les jettes parce que ta peau de banane, ta peau de mangue, va se décomposer. Encore la peau de banane. Hein. La peau de banane, c'est le symbole du soir. Tout d'un coup, à l'irruption du plastique dans une civilisation qui n'a pas inventé la poubelle, Monsieur Poubelle, tu sais, c'était un monsieur n'est pas indien. Eh bien, tu gardes cette habitude de jeter par terre et tout d'un coup, tu te retrouves avec du déchet qui n'est pas dégradable. Le continent qu'il y a, entre guillemets, dans l'Atlantique, parce qu'on a le même problème avec les courants dans l'Atlantique, entre guillemets, ça provient essentiellement des pays d'Afrique. Le fait du ramassage tel qu'on le connaît ici, il a ses défauts, il a ses faiblesses, mais on n'est pas les premiers pourvoyeurs de la pollution mondiale. Donc à nouveau, plus la hausse de niveau de vie des pays progressera, plus le système de collecte des plastiques et peut-être de recyclage s'améliorera. Plus la hausse, mais c'est pas le pays de la hausse. Hein. Oui, voilà. C'est drôle ça aussi. Voilà. À l'horizon de 100 ans, on est ensemble ce soir. Hein. Il y aura des améliorations sur la question du plastique au regard des réserves de pétrole et au regard de l'amélioration du retraitement. Julien Pierre, je rappelle que vous êtes un ancien rugbyman de haut niveau et puis créateur de l'initiative Fair Play for Planet. C'est un label environnemental en fait pour les clubs sportifs où vous mettez, on imagine aussi un certain nombre de choses qui sont pas que le plastique, mais on imagine aussi que le plastique c'est quand même un sujet central. Oui, c'est un sujet central. Et juste, je vais rebondir sur le propos précédent. C'est que je suis aussi engagé sur des sujets de protection d'espèces menacées. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'aller en forêt primaire très très loin à Sumatra. Et ce qui m'avait frappé, en fait, c'est que là aussi, je trouvais on a trouvé des sacs plastiques par terre. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible qu'on pollue partout, et parce que quand on voit la télé, quand on voit sur le reportage, quand on voit des photos, oui, ça choque, mais quand j'étais vraiment très très loin en forêt, et on se dit, mais non, c'est pas possible qu'on arrive à polluer jusque-là, quoi. Et ça m'a vraiment marqué, cette image-là m'a vraiment marqué, et c'est pour ça que je pense que ce combat aujourd'hui m'anime vraiment. Donc c'est important, et le combat est systémique, il est extrêmement complexe. En effet, et nous on a attaqué justement le sport en disant oui, on ne s'attaque pas qu'au plastique parce qu'il y a tout ce qui est partie transport, alimentation, déchets évidemment, mais donc la partie plastique rentre là-dedans évidemment. Alors typiquement Julien, le label, donnez-nous un exemple du label que vous attribuez dans le cas où un club a justement fait un effort sur le plastique. Est-ce que vous avez un exemple ? Alors sur le plastique, nous on a un référentiel, donc 18M, 350 critères, tout ce quantifiable, mesurable, c'est quelque chose qu'on a validé avec l'ADEME, notre partenaire. Et donc sur le plastique, c'est réduire les bouteilles plastiques pour les joueurs par exemple professionnels à l'entraînement et passer sur des gourdes et des fontaines à eau. Sur des clubs de Ligue 1, Ligue 2, c'est l'équivalent de 50 000 bouteilles par an. Ah ouais. Des bouteilles de 50 centilitres. Et pour avoir vécu dans ces vestiaires-là, je sais que les 50 000 bouteilles environ, c'est approximatif évidemment, toutes sont jetées et toutes ne sont pas bues. Quand elles sont finies, sur les 50 000 qui sont jetées, il n'y en a pas 50 000 de bues, quoi. Et donc en plus de la pollution plastique, il y a du gaspillage d'eau potable. Donc voilà, c'est donc utiliser le sport comme un levier d'éducation et de nouveaux imaginaires. Donc c'est ça en fait, finalement, on parle d'éducation en général. Ça passe par là, quoi. Oui, bien sûr. Et nous, on pense que le sport a une place à part entière dans la société aujourd'hui. Le sportif a une place à part entière dans la société d'aujourd'hui. Et si demain, les grands sportifs, on a la chance d'avoir des très grands en France, des Kylian Mbappé, qui se saisissent du sujet. Et c'est des sujets qui demain disent, nous, on a récupéré plastique. Combien d'enfants dans le monde vont émettre parce que juste eux, c'est leurs idoles. Alors évidemment le problème est bien plus vaste, mais c'est les réflexes qu'on va avoir et les réflexes qu'on aura demain parce qu'on va aller au JO, on va arrêter de manger des burgers avec de la viande. Peut-être que demain chez nous on va peut-être y penser aussi parce qu'on on l'a fait pendant les JO, c'était top, c'était génial. Tiens, on va peut-être continuer et c'est là-dessus qu'il faut travailler sur le sport, sur le monde sportif où on peut travailler sur les imaginaires, les nouveaux imaginaires de demain et qu'est-ce
qu'est-ce que sera fait demain? Oui, on sait que la production de pétrole, de plastique va diminuer demain, et qu'on arrivera peut-être à terme du coup sur ces accords internationaux à y répondre. Mais travaillons sur ces imaginaires et ces habitudes et cette éducation. Merci Julien Pierre, vous restez avec nous comme nos deux autres invités. On est avec François Laine qui est journaliste spécialiste santé, puis Muriel Papin, délégué général de l'association No Plastic in My Sea. On continue l'émission juste après ça, ne bougez pas. Oui, encore 1000 questions là, facile. Oui. On s'en pose des questions sur la pollution plastique et sur comment s'en débarrasser, parce qu'elle est partout, elle est dans nos sols, elle est dans notre eau, elle est dans nos corps. Donc c'est assez inquiétant et on se pose la question de ces questions-là avec nos trois invités. Frédéric. Oui, trois invités qui nous éclairent chacun dans leur domaine. On salue Julien Pierre, que vous, les auditeurs de Sud Radio, vous connaissez parce que vous êtes des passionnés de rugby. Oui, l'ancien deuxième ligne de l'équipe de France, mais qui est aujourd'hui à l'initiative de Fair Play for Planet, un label environnemental pour les clubs sportifs. On suit tout au long de ce mois de mai et du mois de juin l'opération No Plastic Challenge qui est orchestrée par l'association No Plastic in My Sea, dont la déléguée générale Muriel Papin est avec nous. Et puis bien sûr, nous nous posons ces nombreuses questions à caractère médical avec notre expert François Laine, journaliste santé et rédacteur en chef du site Web Presse Santé. Il nous a donné, François, tout à l'heure, Judith, plusieurs petites thématiques médicales. On va gratter. Il y en a une qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la neurologie. C'est-à-dire que ce qu'on disait hors antenne, c'est qu'il y a des chances pour que certaines maladies dégénérescentes neurologiques soient aussi provoquées ou renforcées par les microparticules de plastique qu'on ingère, quoi. Alors, provoquer, ça, on peut pas le dire encore. Ok. En revanche, c'est sûr que ça ne fait pas du bien sur le point de vue neurologique. Comme je vous disais tout à l'heure, maintenant, il a été observé, la migration depuis l'intestin jusque dans donc les organes, le foie et les reins, qui sont des organes émonctoires, normal, ça va, ils sont faits pour ça, mais aussi au cerveau, ce qui n'est pas fait pour ça, passe la barrière hémato-encéphalique. Et le problème, c'est que les microplastiques se comportent comme des promoteurs de l'inflammation chronique. C'est-à-dire qu'ils dérèglent un système qui devrait être assez stable. On a besoin de l'inflammation pour se réparer. Quand on se tape, on a une bosse, et c'est que ça, justement, le corps se répare. C'est très bien l'inflammation. Mais le problème, c'est quand elle devient chronique et tous les jours, il y a des promoteurs de l'inflammation, ça dérègle tout. Et notamment, ça accroît les maladies neurodégénératives. Alors, quel promoteur ? Quels aliments à éviter? Vous avez une idée là-dessus? Non, mais là, il faudrait faire 2 émissions là-dessus. Ouais. Vous pouvez nous en donner un ou deux quand même? Non, alors attends, parce que là, le sujet, c'était le microplastique comme promoteur des maladies neurodégénératives. Tu as 1 million de personnes déjà en France qui ont la maladie d'Alzheimer, ça va doubler d'ici les 10 ans. Et ce que vous disiez, c'est qu'elle diminue quand elles ont le bon régime tout à l'heure. Oui, bien sûr, parce qu'il est possible d'atténuer l'inflammation chronique à travers il y a des régimes alimentaires maintenant qui sont bien connus. Alors le plus simple, le régime méditerranéen, c'est une merveille, le régime méditerranéen pour le cerveau, le cœur. Eh bien, c'est le régime crétois, c'est le régime d'Espagne, c'est le régime d'Italie, fait d'huile d'olive, fait de beaucoup de végétaux, fait d'épices. Un peu de vin rouge, c'est toléré, un peu. Les matières grasses, le sucre surtout pas, l'ennemi c'est le sucre. Surtout pas de sucre. Des bonnes graisses comme de l'huile d'olive, on y va matin, midi et soir, l'huile d'olive, ça on peut. Enfin voilà, à très grande ligne, je viens de tracer ce qu'est le régime méditerranéen, mais les Américains d'autres. Mais comment ça, pas de sucre? On a besoin d'un peu de sucre quand même. Le strict minimum et celui qui est dans les fruits et les légumes suffit largement. Tout ce qui est sucre ajouté, c'est un cauchemar. C'est un promoteur maximal de l'inflammation chronique et de bien d'autres problèmes. Mais c'est un sujet en soi. Oui. Le sucre, c'est un sujet en soi. Donc on peut effectivement... Des régimes alimentaires ont été étudiés parce que tu peux encore aller un peu plus loin que le régime méditerranéen pour protéger les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, de ralentir la progression. De même pour Parkinson, tu as le régime MIND et le régime DASH qui ont été spécialement étudiés depuis des décennies pour voir l'amélioration sur des symptômes de neurodégénérescence. Bien sûr. Et sur mon site, j'ai fait des tas d'articles. Il faut que les gens sachent on va le rappeler. Ça ne guérit pas, bien évidemment. Alors, donc pressesanté.com. On parlait justement de la santé et j'ai une question à Julien Pierre qui est donc ancien rugbyman de haut niveau. Julien, quand vous essayez de sensibiliser le monde du sport sur l'environnement, vous leur dites aussi que le plastique, ça peut être dangereux et contre-productif pour la performance sportive.
Oui, forcément, mais déjà une bonne alimentation. Déjà, il y a tout d'abord une bonne alimentation, mais ça ils savent faire. Mais travailler sur les produits locaux de saison évidemment. Après, j'écoute avec grande attention tous les propos parce que c'est fantastique d'avoir cette expertise sur les plastiques et sur la nutrition. Ouais. C'est vrai que on se rend pas compte de tout ce qu'il y a comme problématique derrière, tout ce que ça peut engendrer évidemment. Vous le disiez, vous avez aussi une action auprès des animaux. Vous sentez que que ces espèces animales, vous l'avez dit tout à l'heure en allant à Sumatra, il y a de la pollution partout. Les animaux aujourd'hui en subissent les conséquences. Oui, bien sûr. Je pense qu'on retrouve régulièrement des animaux marins, notamment remplis de plastique dans l'estomac. Et voilà, c'est dramatique. Et on voit tout ce que peut faire le plastique sur la planète, sur tous les êtres humains, et ça, il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Muriel Papin, je rappelle que vous êtes donc délégué général de l'association No Plastic in My Sea. On imagine qu'à travers votre association, vous avez énormément de gens qui vous contactent aussi pour raconter leur expérience en fait négative, a priori avec le plastique en général, en fonction des régions. Et est-ce que vous avez aussi des gens qui vous appellent pour vous dire qu'ils ont eu des problèmes de santé? Qu'est-ce que vous avez comme type d'appel en fait autour des actions que vous menez justement? Qui sont les gens qui vous contactent? En fait, les gens qui nous appellent, c'est des gens qui sont dévastés par la pollution plastique, qui se sentent très concernés et qui ont envie d'agir. Il n'y a pas encore des gens c'est très rare, qui font le lien entre une pathologie et une surexposition au plastique, parce qu'il faut être extrêmement renseigné et les cas de corrélation sont encore assez faibles. On manque encore de recul pour que ça soit scientifiquement avéré. Sauf, par exemple, pour les phtalates qu'on a évoqués, la chute de l'infertilité, il y a des cas, vraiment, on a beaucoup de recul. Il y en a d'autres où c'est plus des soupçons. Après, ce que je voudrais dire, je voudrais rebondir sur le sport parce que c'est particulièrement important, parce que c'est une année olympique. Et nous, on travaille par exemple avec la Fédération française de voile qui bannit les bouteilles plastiques. On sait que la Fédération française de tennis bannit aussi les bouteilles plastiques. Roland Garros est exemplaire puisqu'on ne voit plus de bouteilles plastiques à l'écran. En revanche, il y a une fédération, je ne vais pas la nommer, mais qui vient de signer un partenariat avec une grande marque d'eau minérale. On a une grande marque de soda qui est le plus grand pollueur plastique, qui est le partenaire des Jeux Olympiques. Il y a encore ça dans le sport et voilà, je pense que c'est un pas vers lequel on peut aller davantage pour bannir les bouteilles plastiques et en plus celles qui contiennent des boissons sucrées de l'univers du sport. On ferait tous un gros progrès collectif. Me permets. Si je peux me permettre aussi, il y a effectivement des actions qui sont prises, notamment avec le RSE, la responsabilité sociale et économique des entreprises. C'est-à-dire que a priori, à partir de cet automne, les amendes vont commencer à tomber sur l'écologie et sur d'ailleurs le statut des femmes en passant. Mais l'écologie, ça va commencer à tomber. Donc de toute façon, les entreprises qui n'ont pas pris conscience ou qui ne font pas les actions nécessaires à cette transformation vont se prendre de lourdes amendes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour les réveiller, quoi ? Ah ben bien sûr, c'est-à-dire que les mesures volontaires ne suffisent pas. On sait que les entreprises font des choses. On sait que par exemple, pour les acteurs qui utilisent du plastique, ils essayent de recycler davantage, d'incorporer davantage de plastique recyclé. C'est un mieux, voilà. Mais ça ne suffit pas. On est tellement submergé par le plastique qu'on a besoin de mesures plus radicales et de sortir aussi, on n'en a pas parlé, c'est important, du modèle de l'usage unique, c'est-à-dire que ce qui va avec le plastique, c'est l'emballage à usage unique qu'on va utiliser une fois et qu'on va jeter. Donc ce qui est important aussi, c'est de changer de modèle et de se dire que on va être sur des emballages qu'on va pouvoir réutiliser. On va éviter aussi le suremballage, tous les petits sachets individuels, etc. Il faut sortir de ça aussi. Muriel Papin, vous donniez quelques cas, et c'est vrai, c'est important avec l'actualité. Aujourd'hui, ça y est, la flamme est sur le territoire français. Le monde du sport doit réagir. Vous avez attribué des bons points. Julien Pierre, vous les attribuez. C'est votre rôle, c'est votre action. On est d'accord que c'est pas un problème de sport, mais c'est plus un problème de mentalité à l'intérieur de chacun des sports. Ou alors il y a des bons élèves. Vous allez nous dire les rugbymen, évidemment, non ? Pas forcément que des rugbyman. Non, mais c'est un problème. Le sport est une plateforme fantastique pour ces marques, justement pour pouvoir communiquer. Et je rejoins totalement les propos de Mme Papin. C'est que oui, il y a des gros efforts qui sont faits. Et demain, de plus voir de bouteilles plastiques à Roland Garros, c'est un message fort qu'on envoie.
c'est un message fort qu'on envoie à la jeunesse et on les voit plus, donc petit à petit on s'imprègne que ça n'existe plus. Mais malheureusement, il y a aussi, il y a encore des grandes marques qui utilisent ces événements sportifs pour pouvoir communiquer, de soda notamment pour les JO, mais sur lesquels le COJO, Paris 2024 a travaillé pour essayer de trouver des solutions. Et les solutions ne sont pas simples non plus. Donc c'est des leviers qui sont complexes à manipuler. En même temps, il faut travailler sur les solutions, il faut investir sur les solutions, et on sait que le point de bascule va arriver au moment où les solutions seront rentables aussi, parce que c'est une industrie qui doit continuer à tourner. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de solutions, de plus en plus de bonnes choses qui sont en train d'arriver, de nouveaux narratifs qui sont en train d'arriver. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais ça va arriver au moment où le point de bascule va être bon et on va basculer là-dessus. Donc il faut continuer à prêcher la bonne parole, à trouver les solutions, à les tester, et puis utiliser le sport pour moi encore une fois comme un vrai levier d'éducation, de sensibilisation, de montrer l'exemple, parce que c'est important pour nos jeunes. Allez, merci beaucoup. On est obligé de vous laisser, chers auditeurs, et vous aussi, Julien Pierre. Je rappelle que vous êtes ancien rugbyman de haut niveau, créateur de l'initiative Fair Play for Planet. On remercie aussi nos deux autres invités de ce soir, François Laine, qui est journaliste spécialiste santé et rédacteur en chef du site web pressesanté.com qu'on vous invite à aller voir. Muriel Papin, vous êtes délégué général de l'association No Plastic in My Sea, qui organise, on vous le rappelle, en mai et juin, un No Plastic Challenge. Relevons le challenge. Voilà, relevez le challenge avec nous, chers auditeurs. C'est demain. C'est demain. Demain, 17h. À 17h. Ouais. C'était passionnant cette histoire de plastique. Très faudrait passionnant. revenir. Oui, je suis bien d'accord. Allez. Bonne soirée à tous. Et merci à à Benoît Goutorme, notre Merci, excellent très réalisateur. cher Benoît. On vous embrasse tous. À demain.